Je suis de formation chimiste et toxicologue. J'étais conseiller scientifique à l'INERIS pendant les 20 dernières années. Je suis maintenant, comme on dit, retraité, ce qui est un mot que je ne connais pas d'ailleurs, puisque je suis à plein temps président du réseau Environnement Santé, plus qu'à plein temps. Donc on a créé le réseau il y a 10 ans maintenant, tout à fait, en mars 2009, bientôt 10 ans, pour, avec un objectif, mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Et l'infertilité, effectivement, fait partie des grands sujets. Et on a organisé un colloque sur le thème infertilité et environnement, mais on avait pris comme titre aussi, y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 ? Pourquoi ? On l'a fait à Toulouse, parce que Midi-Pyrénées est la région la plus impactée aujourd'hui par la baisse de la qualité du sperme. Or, il ne se passe rien. Pour prendre cette question en compte, mais on aurait pu faire, on peut faire dans chaque région le même colloque. On aurait pu faire le même colloque en Ile-de-France. Y aura-t-il encore des petits franciliens en 2040 ? Pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, à la vitesse à laquelle diminue actuellement la qualité du sperme, on arrive effectivement à 0 en 2040. Alors, 2040, c'est quand même, c'est demain. Hein. Alors dans les faits, c'est pas exactement comme ça que les choses vont se passer, c'est pas comme ça que les choses se pensent, mais il y a de plus en plus de gens touchés par l'infertilité, et votre présence ici en témoigne. Donc on a créé donc le reste il y a 10 ans, comme je le disais, on à la fois regroupe des ONG, des scientifiques, des professionnels de santé et des associations de malades. Et on a la première campagne que l'on a lancée, qui reste encore la campagne de référence, ça a été l'interdiction des biberons au bisphénol. Vous vous en souvenez certainement, il y a 10 ans, en 2010 plutôt, après avoir lancé l'alerte en 2009, alerte qui a été suivie par un vote, une interdiction votée par le Sénat, puis après les députés, et puis étendue à l'ensemble de l'Union européenne à la fin de l'année, donc en novembre 2010. Et puis un autre vote a eu lieu sur l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires. Donc on a, à partir de cette question-là, posé la question effectivement des perturbateurs endocriniens et obtenu une stratégie nationale dont l'objectif est de réduire l'exposition de la population. Donc on a discuté de la deuxième phase ces derniers mois, et on attend la proposition finale début décembre maintenant. Donc on a lancé une pétition de la présidentielle 2017 sur le thème « Aucun bébé ne doit être prépollué », et on a obtenu des engagements de tous les candidats à la présidentielle sur la question des perturbateurs endocriniens. C'est Benoît Hamon qui le premier en avait parlé, mais les autres candidats se sont prononcés, y compris l'actuel président de la République, concernant leur interdiction, et y compris aussi le candidat François Fillon. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est une révolution scientifique. Le terme perturbateur endocrinien est créé en juillet 1991, à la suite d'une réunion qui se tient à Wingspread aux États-Unis, qui réunit 21 scientifiques. Ils n'étaient pas très nombreux, mais 21 qui représentaient 15 disciplines scientifiques différentes, à partir des constats faits à la fois dans l'environnement, mais aussi des constats concernant l'espèce humaine, d'un mécanisme qui induisait principalement un impact sur la reproduction. Et donc, le terme perturbateur endocrinien est créé à ce moment-là, donc à partir de ces observations sur la reproduction. Puis à partir de la fin des années 90, on s'aperçoit que ce sont les hormones thyroïdiennes aussi qui sont perturbées. Et donc là, on va poser la question du lien entre la perturbation des hormones thyroïdiennes et les conséquences sur le développement du cerveau. Et puis, troisième phase importante, la mise en évidence de l'action des perturbateurs endocriniens sur le métabolisme, donc d'où le lien entre perturbateurs endocriniens, obésité, diabète. Le mécanisme, alors plusieurs mécanismes, c'est principalement des substances qui miment ou qui bloquent l'action des hormones et interfèrent avec leur métabolisme. Synthèse, élimination et transport, on prend souvent l'image de la clé et de la serrure. Le perturbateur endocrinien, c'est un peu une fausse clé ou une fausse serrure en fait, qui va perturber effectivement l'action de la vraie clé et de la vraie serrure. En 2009, l'Endocrine Society, qui est la société de référence, fait un rapport sur le sujet
qui va établir en fait ce qu'on appelle le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens, qui remet en cause le vieux paradigme dit de Paracels, qui est remonté au XVIe siècle, la dose fait le poison. Aujourd'hui, on considère que c'est la période qui fait le poison. C'est principalement l'exposition pendant la grossesse et pendant la période sensible, donc y compris donc la petite enfance et même jusqu'à la puberté, même si à tous les âges l'organisme est sous contrôle hormonal, mais principalement la grossesse, et au début de la grossesse, l'impact est le plus important. On peut avoir des effets plus forts à faible dose qu'à forte dose, donc ça surprend, mais c'est la relation, effectivement, sa façon dont les hormones agissent. Donc c'est vrai aussi pour les pseudo-hormones que sont les perturbateurs endocriniens. L'effet cocktail, on a des effets multiplicatifs entre plusieurs perturbateurs endocriniens. Le quatrième point, c'est la latence entre l'exposition et les effets. L'effet survient, il n'y a plus de trace directe, il y a une trace indirecte. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes qui est perturbée. Et l'effet peut survenir des décennies après l'exposition. Mais plus que des décennies d'ailleurs, c'est le cinquième point, c'est l'effet transgénérationnel. L'exposition a lieu principalement si elle a lieu pendant le début de grossesse, va se traduire par des effets que l'on va pouvoir observer chez l'enfant, chez les enfants, les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants. Donc je vais vous donner quelques exemples de ça. Alors, cela conduit effectivement l'Organisation mondiale de la santé, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a publié un rapport en 2012 dont la synthèse est de dire une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Deuxième déclaration de l'Endocrine Society en 2015, avec fort niveau de preuve, et là on voit le lien avec toutes les maladies, obésité, diabète, reproduction, cancer hormonodépendant, effets thyroïdiens, neurodéveloppementaux, neuroendocriniens, et puis les principaux perturbateurs endocriniens, bisphénol A, phtalate, pesticides, polluants organiques persistants, et tels que PCB, polybromé et dioxine. Donc, on rappelle ici le changement de paradigme, la grossesse et la période critique, relation non linéaire, effet à faible dose, principalement pendant la phase de développement. Alors ces perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les trouve? Alors leur caractéristique, c'est qu'on les trouve principalement dans la sphère domestique. Et ça, c'est un changement important dans la perception que l'on peut avoir de la pollution. On a eu pendant longtemps, la pollution, c'était la cheminée des usines. Donc ça sortait on voyait effectivement des fumées noires, généralement, et voilà, c'était identifié à la cheminée des usines. À partir des années 60-70, on a compris que la pollution a évolué. Ça a été identifié à la pollution automobile. Alors ça reste un problème important. Et c'est un peu une troisième phase, une troisième perception de la pollution avec les perturbateurs endocriniens. On est dans la sphère domestique. Et donc, on va retrouver une grande partie de la contamination. On estime que 80% en fait, de la source du poids des grands perturbateurs endocriniens vient de l'alimentation. Je reprendrai cet exemple, lié en fait aux additifs et aux matériaux à usage alimentaire, mais aussi à la contamination pendant la transformation de l'alimentation. Les pesticides, une grande partie des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Vous voyez, 111 pesticides sur 287 sont des perturbateurs des hormones thyroïdiennes. On va les trouver dans les ustensiles de cuisine, principalement les perfluorés. Tout ce qui a été le développement des ustensiles anti-adhésifs, voilà, c'est fait avec des perfluorés qui relarguent régulièrement donc, dans la nourriture. Les cosmétiques, une grande partie des cosmétiques utilisent des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est une petite étude qu'on avait fait avec l'Institut Noteo il y a quelques années, et on avait montré que 71% des fonds de teint, 40% des rouges à lèvres, contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors vous voyez que la bonne nouvelle, c'est que 29% des fonds de teint n'en contiennent pas. Donc on n'est pas obligé d'utiliser des perturbateurs endocriniens si on utilise un fond de teint. Alors dans les produits d'entretien, ça c'est la grande famille des alkyles phénols. On les a utilisés dans les jouets, bisphénol A, phtalate. C'est aujourd'hui, en Europe en tout cas, interdit ou très limité, mais le contrôle ne se fait pas sur les importations. Donc ça reste une source potentiellement importante de contamination de l'enfant. La contamination de l'eau, donc c'est principalement les nitrates et les perchlorates qui sont les principaux contaminants via l'eau. Et puis on va trouver ces perturbateurs endocriniens dans les meubles, les textiles, le matériel électronique. Là c'est principalement les polybromés et les perfluorés. Et on les trouve dans les dispositifs médicaux. Donc on a utilisé pendant très longtemps. Alors aujourd'hui c'est interdit. Dans les faits, les études montrent que ce n'est pas forcément toujours appliqué.
Les poches souples, notamment, sont faites à partir de, pour 50%, de phtalate qui passent lors des transfusions. On a, y compris, voilà. Donc tout ça se traduit aujourd'hui par une contamination générale dès la naissance. Voilà une synthèse qu'on avait faite à partir de la publication de Santé publique France sur la mesure, effectivement, principalement urinaire. On voit effectivement, voilà, les phtalates, 99,6% des femmes enceintes. C'est un échantillon de 4000 femmes enceintes qui est suivi régulièrement. Le bisphénol A, 70%, mais pour les PCB, 100%, pour les perfluorés, 100%. Donc on a effectivement une contamination de l'enfant dès la naissance. Donc, pour en venir à la reproduction, puisque c'est le sujet qui vous intéresse en priorité, mais les autres vous intéressent aussi, on a les données qui nous montrent effectivement, la grande étude de Santé publique France montre effectivement sur une période de 17 ans, entre 89 et 2005, une baisse de la qualité du sperme. On a perdu 30%, et c'est ce chiffre-là qui nous permet de dire en 2040, on arriverait à zéro. Donc augmentation de la PMA, le seuil de fertilité a été fixé à 20 millions par millilitre, donc aujourd'hui, l'estimation c'est un couple sur 5, vraisemblablement peut-être compte tenu de l'évolution, un couple sur 4 aujourd'hui, concerné par l'infertilité. Et puis d'autres observations qui vont dans le même sens, augmentation des malformations génitales chez les garçons et abaissement de l'âge de la puberté chez les filles. Alors pour en revenir à la qualité du sperme, on a même des données un peu plus, à Paris notamment, qui montrent que le phénomène remonte à bien avant 1989, puisque cette étude publiée en 1995 sur les donneurs de sperme du sécos, donc qui sont par principe en bonne santé et fertiles, on voit une baisse de la qualité du sperme déjà de 2% par an. Et vous voyez, pour un homme de 30 ans, la différence entre celui qui est né en 1945, on est à 102 millions par millilitre, celui qui est né en 1962, on est à la moitié. Donc cette baisse était d'autant plus forte que la date de naissance des donneurs était récente. L'étude de Santé publique France montre effectivement que la baisse a continué, 32%. Donc si on fait si on additionne effectivement les résultats, on est à Paris, mais vraisemblablement un peu partout, depuis 50 ans, une baisse à peu près de 65%. Première région Midi-Pyrénées, mais deuxième région impactée, Île-de-France. Et puis ce phénomène que l'on pensait être caractéristique lié uniquement aux pays développés commence à toucher effectivement les autres continents. On a eu deux grandes méta-analyses publiées en juillet 2017 et novembre-décembre 2017 qui aboutissent à peu près au même chiffre, à peu près déclin de 50 à 60% sur la période. Alors, un élément à prendre en considération, c'est que il y a un lien entre infertilité masculine et état de santé masculine. On voit un lien plus élevé de cancer des testicules, risque... Alors pour le cancer des prostates, c'est encore discuté, mais un lien plus élevé avec le mélanome, le cancer de la vessie, de la thyroïde, tumeur hématologique, plus fréquemment signalé chez les hommes infertiles, ce qui montre effectivement qu'il y a des sources communes en fait, association significative entre le diabète, les troubles métaboliques, maladie cardiovasculaire, et puis mortalité globale. Donc c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Alors, l'effet transgénérationnel, on l'observe effectivement chez l'animal. C'est des données, c'est une étude publiée en 2009 sur 3 générations. On donne du bisphénol A à la dose de 1,2 microgrammes par kilo par jour. L'exposition humaine se situe à peu près à ce niveau-là. On observe chez le rat une baisse de la qualité du sperme, une baisse de la fertilité sur 3 générations. Les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Même observation avec le Distilbène, ce médicament qui est le frère jumeau du bisphénol A et qui a été retiré après qu'on se soit aperçu effectivement des effets majeurs sur la santé des enfants. On parle de syndrome d'Eftalate, autre grande famille de perturbateurs endocriniens, pour rassembler ce qu'on observe chez l'animal, micropénis, malformation génitale et féminisation des mâles. Mais on observe la même chose effectivement dans l'espèce humaine, ça c'est la partie gauche du tableau. C'est une étude qui a été menée sur un groupe de 250 enfants et 250 femmes, pour lesquels on avait un dosage urinaire en phtalate au début de la grossesse. Et on a un lien très fort entre la contamination maternelle par les phtalates
et la féminisation des garçons. Alors, féminisation des garçons, ça se mesure par ce qu'on appelle la distance anogénitale, distance donc qui est plus faible chez les mammifères, de façon générale, chez les femelles par rapport aux mâles. Et donc, l'explication vient du fait que le DEHP, ça a été vérifié avec le DEHP, qui est le principal phtalate, c'est la suppression du pic de testostérone. Donc c'est embêtant parce que c'est ce qui sert justement à limiter les mâles. L'effet cocktail, voilà une étude récente qui montre un effet de cocktail de 30 substances qui diminue, qui individuellement n'impacte, enfin une dose faible, n'entend pas la suppression de la dihydrotestostérone, mais le cocktail des 30 substances arrive à ce résultat. Alors, phtalate et médicaments, on a effectivement des associations entre, parce que les phtalates sont présents dans un certain nombre de médicaments, ça c'est effectivement les gélules qui utilisent les phtalates. Et donc on a mis en évidence un lien entre l'utilisation de ces médicaments et la qualité du sperme. Ça c'est quand même assez incroyable comme étude, parce que la contamination est a priori limitée, mais on arrive à mettre en évidence ce type d'effet. Une étude danoise aussi a confirmé ça. Voilà, et on a pu mesurer effectivement l'importance de cette contamination via des dosages urinaires 50 fois plus élevés chez les utilisateurs de médicaments par rapport aux non-utilisateurs. Alors, donc j'ai parlé là d'impact sur la reproduction masculine, ça impacte évidemment aussi la reproduction féminine, un impact sur le cycle, vous voyez, la puberté, bisphénol, phtalate, pesticides, on va quasiment retrouver toujours les mêmes d'ailleurs, hein. Modification du cycle, fertilité, impact sur la ménopause, et même un effet transgénérationnel, là aussi 3 générations, avec un mélange permétrine, diéthyltoluamide et dioxine. Et puis, ils sont aussi clairement mis en cause dans les pathologies qui augmentent, hein, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose et fibrome, retrouvez toujours les mêmes. Hein. Impact sur la fonction ovarienne, là aussi, toutes les différentes phases sont impactées et on va retrouver bisphénol A, DEHP, alors PCB, ça va varier selon les différents stades, mais vous voyez, on a là pas mal d'observations qui montrent qu'on explique effectivement l'impact sur la fonction ovarienne. Action sur l'utérus, sur le vagin, sur l'hypothalamus. On a effectivement, là aussi, bisphénol A, PCB, perfluoré. Puis une étude récente qui a montré, parce que quand on regarde effectivement les études chez l'humain, on fait des dosages urinaires, mais qui ont leurs limites, parce qu'effectivement, là, on mesure l'exposition à la journée près. Donc on peut avoir une discussion, oui, mais est-ce que c'est pas variable d'une journée sur l'autre? Dans les faits, on voit quand même des relations, mais on a cette méthode qui a été mise au point récemment, en 2013, qui permet d'évaluer les substances dans les cheveux. Et là, un lien entre mortalité in utero et dosage dans les cheveux de nicotine, cadmium, plomb et phtalate, le DEHP, qui double effectivement le taux de mortalité in utero. On va donner aussi avec les PCB. Les PCB, ça a été utilisé à partir des années 20, comme les phtalates d'ailleurs à partir des années 20. Et ça a contaminé tout l'écosystème. On a un suivi d'une grande cohorte de plus de 10 000 femmes pour lesquelles on a la connaissance de la contamination à la naissance, donc contamination maternelle, et un suivi pendant voilà, près de 30 ans. On voit un effet sur la fertilité en fonction de la contamination par ces PCB. Un effet, voilà, une étude sur l'animal qui montre un effet transgénérationnel avec un effet cocktail bisphénol A et phtalate, à la fois sur les femelles et chez les mâles. Donc ça c'est des données sur je crois que c'est sur le rat, sur 3 générations, et on va retrouver le syndrome des ovaires polykystiques et puis la perte des follicules primordiaux. Très significativement, hein, le contrôle, vous voyez par exemple sur l'anomalie de la puberté chez les femelles, on est à 2 cas sur 30 pour le contrôle, et lorsqu'on est exposé à ces substances, on passe à 14 sur 21. C'est très significatif. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est là aussi extrêmement significatif. Alors le disilbène, c'est la vérification en vraie grandeur chez l'espèce humaine, malheureusement.
4 millions de femmes ont utilisé ce médicament, donc ça a été retiré en 71 aux États-Unis, 77 en France. On a un suivi aujourd'hui des enfants d'Istidben. On voit effectivement des impacts sur la reproduction chez les filles et chez les garçons. Chez les garçons, on le voit même sur 2 générations. On commence à avoir les malformations génitales chez les petits-enfants. Et puis, excès de cancer du sein, et on a des signes précurseurs du cancer de la prostate. Alors, un point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est par rapport à la fécondation in vitro elle-même. L'efficacité, les chances de succès sont liées au taux de contamination de la femme. Il y a plusieurs études publiées par cette équipe de Ehrlich. On a montré, effectivement, vous le voyez très clairement, quand on compare les 4 groupes qui sont constitués par la contamination au bisphénol de la femme, eh bien, entre le 4e groupe et le 1er groupe, on a un rapport en gros de 1 à 2, du point de vue de la concentration en bisphénol, et le taux d'échec est, lui, multiplié par 2. Donc on devrait aujourd'hui intégrer dans un protocole de fécondation in vitro une phase de décontamination du bisphénol comme de décontamination d'IDEHP. On a à peu près les mêmes observations, et c'est la même... non, c'est une autre équipe. Si, non, Ehrlich, c'est l'équipe d'Ehrlich aussi qui a travaillé sur ce sujet. Alors, on a aussi des observations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais quand même en parler, parce que c'est des études récentes en plus, qui montrent effectivement l'impact de cette contamination par les phtalates sur la santé des enfants. Vous voyez, le poids à la naissance, notamment des enfants, est diminué lorsqu'il y a effectivement contamination par les phtalates. Donc tout ça se traduit par une prise de conscience, alors on peut estimer que ça arrive un peu tardivement, parce que tout ça est assez connu, mais en fait depuis, quand je vois les effets sur la qualité des spermes, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle, sans qu'on ait pris vraiment la mesure du problème, et qu'on ait surtout réussi à faire inverser la tendance, et on peut inverser la tendance. Donc la Fédération des gynécologues et obstétriciens a pris position en 2015, donc c'est important de s'appuyer sur cette prise de position. Et puis, à un niveau plus global, la prise de conscience sur l'épidémie mondiale de maladies chroniques repose sur le constat fait par l'OMS et repris par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc en 21 septembre 2011, on parle de défi mondial d'ampleur épidémique. L'épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par rapport à d'autres problèmes de santé. Et récemment, l'Assemblée générale de l'ONU, le 27 septembre, a de nouveau examiné cette question, et avec un objectif quantifié, moins 30% de mortalité prématurée par maladie chronique, arrêt de l'obésité et du diabète. Alors il n'y a pas d'éléments précis par rapport à la reproduction, mais le constat d'une épidémie mondiale de maladies chroniques est fait par l'OMS. Alors, vous avez entendu parler de cette déclaration de l'Assemblée générale du 27 septembre. Quand je pose la question, personne ne répond oui, d'ailleurs. Donc voilà. Je pose volontairement la question, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, voilà. Effectivement, de nouveau, le plus haut niveau de décision politique au niveau mondial, c'est-à-dire l'Assemblée générale de l'ONU, c'est pas rien, ils ont passé une journée. Et la France a signé, et on n'en parle pas. Extraordinaire. Bon, l'objectif, c'est effectivement de dire, attendez, c'est ce qu'on dit, vous avez signé un texte, vous vous engagez sur des objectifs quantifiés, c'est pas rien. Si on veut arrêter la progression de l'obésité et du diabète d'ici 2030, il faut commencer maintenant. Ça va être un peu très compliqué déjà. Mais on signe, et puis avec la ferme intention de ne rien faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui doit changer, c'est pour ça qu'il faut une mobilisation citoyenne autour de ça. Et c'est ce qu'on construit aujourd'hui en tant que réseau environnement santé. On a lancé cette campagne Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, avec un colloque qui s'est tenu, un premier colloque qui s'est tenu en octobre 2017. À l'issue de ce premier colloque, on a rédigé une charte d'engagement des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, en 5 points. Donc, principalement, c'est les PE dans les produits phytosanitaires et les biocides, dans l'alimentation. Alors je citais l'alimentation, 80% de la charge en PE. Un exemple, les petits pots, ça c'est l'étude de l'ANSES, l'étude d'alimentation totale de l'enfant, les petits pots que les parents achètent en pensant que c'est le nec plus ultra effectivement de l'alimentation, eh bien sont totalement contaminés par les phtalates. Voilà.
Alors, s'ils sont gardés dans un récipient plastique, ils sont 3 fois plus contaminés que s'ils sont effectivement dans un récipient en verre, mais c'est tout à fait anormal d'avoir cette situation. Pourquoi? C'est la transformation en fait, de l'aliment actuellement hein, qui conditionne cette contamination. C'est tout à fait anormal et on doit pouvoir assez facilement d'ailleurs éliminer cette source. Alors, dans le troisième point, l'information de la population, des professionnels de santé et des personnels des collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance. Voilà. Donc il y a un enjeu effectivement de formation et d'information pour transformer les pratiques, et y compris le mode de vie, que les gens comprennent effectivement l'enjeu. Et quatrième point, les critères d'éco-conditionnalité. Donc les communes s'engagent, je pense à Paris notamment. Paris a déjà un critère pour les produits de nettoyage. Les fournisseurs de la mairie de Paris s'engagent à fournir des produits sans alkyle phénol. Ben voilà. On a le cycle vertueux. C'est bon pour la santé des travailleurs du nettoyage, qui sont quasiment toujours des travailleuses. Et c'est bon pour la santé de l'écosystème, parce que tout ça se retrouve dans l'eau. Et c'est bon aussi pour la santé de la population en général, puisque ça nous revient. Les stations de traitement ne savent pas traiter effectivement ces substances, donc ça nous revient dans l'eau actuellement. Et puis le cinquième point, c'est suivi effectivement, parce que c'est une opération de longue haleine. Il ne suffit pas de signer la charte et puis de dire voilà, on a fait ce qu'il fallait. Il faut effectivement après faire un compte-rendu habituel, enfin annuel plutôt, sur cette démarche. Donc c'est important aussi que dans les établissements de santé, on est des établissements de santé sans perturbateurs endocriniens. Alors on a des cliniques qui s'engagent sur le sujet pour l'instant, des maternités, voilà, Limoges, je vais à Limoges dans 15 jours aussi. Il y a un engagement avec des établissements de petite enfance. La maternité de Guéret, notamment, a été un rôle pilote dans cette affaire. Alors, l'urgence à agir, c'est le cas des phtalates. On propose aux villes qui s'engagent, puisqu'elles nous disent, mais par où on commence? On peut essayer d'agir sur tout ce qui est connu, mais en priorité, les phtalates, parce qu'avec les phtalates, on a la contamination générale, on a des effets sur la reproduction. On a repris la synthèse des connaissances sur la reproduction chez l'homme et chez la femme, et on a quasiment tous les impacts, et des effets thyroïdiens, métaboliques, obésité, surpoids, diabète, hypertension, neurodéveloppementaux, baisse du QI, déficit d'attention et hyperactivité. C'est un effet cancérigène, ça donne aussi des cancers du sein. Donc à partir de là, on voit bien qu'on doit éliminer au maximum. Donc on a lancé cette campagne avec les villes de Paris et de Strasbourg en coupant les cheveux. Donc on va communiquer bientôt sur les résultats. On a une contamination générale par le DEHP, alors que théoriquement, on devrait avoir une contamination très faible. Ça n'est pas le cas. Et certains élus avec des concentrations relativement élevées. Donc on va pouvoir communiquer sur ça. Et voilà, pour lancer concrètement cette opération pour éliminer les perturbateurs endocriniens de notre environnement, et plus largement, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase qui ressemble à celle qui était celle effectivement du 19e siècle, fin du 19e. À l'époque, on avait les grandes maladies infectieuses qu'on a vaincues, comme le choléra, le typhus. La tuberculose, ça a été un peu plus long, mais ce qui a été fait à cette époque a eu un impact important en agissant sur l'environnement. C'est à l'époque où on a fait les égouts, les adductions d'eau, on a ramassé les poubelles. Voilà, je rends toujours hommage au préfet poubelle qui a organisé la collecte des déchets, ce qui nous semble aujourd'hui d'une très grande banalité, mais qui a joué effectivement un rôle très important pour faire reculer et même éliminer les grandes maladies infectieuses de l'époque. Eh bien, on est aujourd'hui face aux maladies non infectieuses dans la même situation. Alors ça se voit moins, je veux dire, quand on mourait du choléra, vous voyez, les gens mouraient dans la rue, ça se voyait effectivement. Là où on est aujourd'hui, effectivement, c'est plus discret, mais les 20 millions de personnes qui sont touchées par les maladies chroniques aujourd'hui sont effectivement, ça représente une fraction extrêmement importante de la population, c'est une source de dépenses considérables, et il est possible d'agir. Alors les perturbateurs endocriniens ne sont pas la seule cause, mais c'est une cause majeure, c'est une cause sur laquelle aussi il est relativement facile d'agir. C'est pas très compliqué de faire des cosmétiques sans phtalate ou sans parabènes.
Voilà. Donc l'infertilité, comme je l'ai dit, c'est effectivement la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui se mesure, c'est le plus incontesté, le plus incontestable des impacts, mais c'est aussi lié à tous les autres impacts sanitaires, et d'où la nécessité effectivement d'agir. Donc ça n'est pas... Alors je l'ai oublié de le dire, quand je commence une conférence, je dis je vais vous faire une conférence optimiste, mais vous avez remarqué que c'était une conférence optimiste parce que, effectivement, comme on le dit dans la plaquette de la campagne, je peux choisir, je peux agir. Voilà. Et c'est, alors évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais on peut agir et obtenir des résultats. Je pense qu'effectivement, sur les phtalates notamment, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, ce sont des substances qu'on élimine tous les jours. L'organisme humain est comme le bisphénol. L'organisme humain, eh bien, là, il arrive à se débrouiller. Tous les jours, il arrive à les éliminer. Le problème, c'est comment se fait-il que, dans la mesure où on les élimine tous les jours, on soit contaminé à 100%. Voilà. Ben ça, il faut effectivement repérer. On a repéré effectivement des causes et on doit arriver à diminuer considérablement cette exposition quand on voit toutes les conséquences sanitaires. Voilà. Merci.